La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas. Partie 11 du livre audio. Suite du tome 2. 5. Comment Chicot et son compagnon s'installèrent à l'hôtellerie du Cygne de la Croix et comment ils y furent reçus par l'hôte. Maître Nicolas David, toujours déguisé en laquais, se dirigea vers la place des terreaux et choisit la principale hôtellerie de la place, qui était celle du Cygne de la Croix. Chicot l'y vit entrer et demeura un instant en observation pour s'assurer qu'il y avait trouvé de la place et que, par conséquent, il n'en sortirait pas. « As-tu quelque objection contre l'auberge du Cygne de la Croix ?» dit le Gascon à son compagnon de voyage. « Pas la moindre, » répondit celui-ci. « Tu vas donc entrer là. Tu feras pris pour une chambre retirée. Tu diras que tu attends ton frère et, en effet, tu m'attendras sur le seuil de la porte. Moi, je vais me promener et je ne rentrerai qu'à la nuit close. À la nuit close, je reviendrai, je te trouverai à ton poste et, comme tu auras fait sentinelle, que tu connaîtras le plan de la maison, tu me conduiras à la chambre sans que je me heurte aux gens que je ne veux pas voir. Comprends-tu ? » ?»« Parfaitement, » dit Gorenflot. « Choisis la chambre spacieuse, gaie, abordable, contiguë, s'il est possible, à celle du voyageur qui vient d'arriver. Fais en sorte qu'elle ait des fenêtres sur la rue, afin que je voie qui entre et qui sort. Ne prononce mon nom sous aucun prétexte, et promets des monts d'or au cuisinier. » En effet, Gorenflot s'acquitta merveilleusement de la commission. La chambre choisie, la nuit vint, et, la nuit venue, il alla prendre Chicot par la main et le conduisit à la chambre en question. Le moine, rusé comme l'est toujours un homme d'église, si sot d'ailleurs que la nature l'ait créé, fit observer à Chicot que leur chambre, située sur un autre palier que celle de Nicolas David, était contiguë à cette chambre, et qu'elle n'en était séparée que par une cloison de bois et de chaux, facile à percer, si on le voulait. Chicot écouta le moine avec la plus grande attention. Et quelqu'un qui eût écouté l'orateur et vu l'auditeur aurait pu suivre, à l'épanouissement de l'un, les paroles de l'autre. Puis, lorsque le moine eut fini, « Tout ce que tu viens de me dire mérite récompense, » répondit Chicot. « Tu auras ce soir du vin de Xérès à souper, Gorenflot. Oui, tu en auras, morbleu, ou je ne suis pas ton compère. »« Je ne connais pas l'ivresse de ce vin, » dit Gorenflot. « Elle doit être agréable. » « Ventre de biche, » répliqua Chicot en prenant possession de la chambre. « Tu la connaîtras dans 2 heures, c'est moi qui te le dis. » Chicot fit demander l'hôte. On trouva peut-être que le narrateur de cette histoire promène, à la suite de ses personnages, son récit dans un bien grand nombre d'hôtelleries. À ceci, il répondra que ce n'est point sa faute si ces personnages, les uns pour servir les désirs de leur maîtresse, les autres pour fuir la colère du roi, vont les uns au nord et les autres au midi. Or, placé qu'il est entre l'Antiquité, qui se passait d'auberge grâce à l'hospitalité fraternelle, et la vie moderne, où l'auberge s'est transformée en table d'hôte, force lui est de s'arrêter dans les hôtelleries où doivent se passer les scènes importantes de son livre. D'ailleurs, les caravansérails de notre Occident se présentaient à cette époque sous une triple forme qui n'était pas à dédaigner et qui de nos jours a perdu beaucoup de son caractère. Cette triple forme était l'auberge, l'hôtellerie et le cabaret. Notez que nous ne parlons point ici de ces agréables maisons de baigneurs qui n'ont point leur équivalent de nos jours et qui, léguées par la Rome des empereurs au Paris de nos rois, empruntaient à l'Antiquité le multiple agrément de ces profanes tolérances. Mais ces établissements étaient encore renfermés, sous le règne du roi Henri III, dans les murs de la capitale. La province n'avait encore que l'hôtellerie, l'auberge et le cabaret. Or, nous sommes dans une hôtellerie. C'est ce que fit très bien sentir l'hôte, lorsqu'il répondit à Chicot, qu'il avait fait demander, comme nous l'avons dit, qu'il eût à prendre patience, attendu qu'il causait avec un voyageur qui, arrivé avant lui, avait le droit de priorité. Chicot devina que ce voyageur était son avocat. « Que peuvent-ils se dire ?» demanda Chicot. « Vous croyez donc que l'hôte est votre homme,
en sont au secret. Dame, vous le voyez bien, puisque cette figure rogue que nous avons aperçue, et qui, je le présume, est celle de l'hôte. Elle-même, dit le moine. Consent à causer avec un homme habillé en laquais. Ah, dit Gorenflot, il a changé d'habit. Je l'ai aperçu, il est maintenant vêtu tout de noir. Raison de plus, dit Chicot. L'hôte est sans doute de l'intrigue. Voulez-vous que je tâche de confesser sa femme, dit Gorenflot. Non, dit Chicot, j'aime mieux que tu ailles faire un tour par la ville. Bois, et le souper, dit Gorenflot. Je le ferai préparer en ton absence. Tiens, voilà un écu pour te mettre en train. Gorenflot prit l'écu avec reconnaissance. Le moine, dans le courant du voyage, s'était déjà plus d'une fois livré à ces excursions demi-nocturnes qu'il adorait, et que, grâce à son titre de frère quêteur, il risquait de temps en temps à Paris. Mais depuis sa sortie du couvent, ces excursions lui étaient encore plus chères. Gorenflot, maintenant, aspirait la liberté par tous les ports, et il en était arrivé à ce que son couvent ne se présentât déjà plus à son souvenir que sous l'aspect d'une prison. Il sortit donc avec la robe retroussée sur le côté et son écu dans sa poche. À peine Gorenflot fut-il hors de la chambre que Chicot, sans perdre un instant, prit une vrille et fit un trou dans la cloison à la hauteur de l'œil. Cette ouverture, grande comme celle d'une sarbacane, ne lui permettait pas, à cause de l'épaisseur des planches, de voir distinctement les différentes parties de la chambre, mais, en collant son oreille à ce trou, il entendait assez distinctement les voix. Cependant, grâce à la disposition des personnages et à la place qu'ils occupaient dans l'appartement, le hasard voulut que Chicot pût voir distinctement l'hôte, qui causait avec Nicolas David. Quelques mots échappaient, comme nous l'avons dit, à Chicot. Mais ce qu'il saisit de la conversation, cependant, suffit à lui prouver que David faisait grand étalage de sa fidélité envers le roi, parlant même d'une mission qui lui était confiée par M. de Morvilliers. Tandis qu'il parlait ainsi, l'hôte écoutait respectueusement sans doute, mais avec un sentiment qui était au moins de l'indifférence, car il répondait peu. Chicot crut même remarquer, soit dans ses regards, soit dans l'intonation de sa voix, une ironie assez marquée chaque fois qu'il prononçait le nom du roi. « Eh, dit Chicot, notre hôte serait-il ligueur, par hasard ? Mordieu, je le verrais bien. » Et, comme il ne se disait rien de bien important dans la chambre de maître Nicolas David, Chicot attendit que l'hôte lui vînt rendre visite à son tour. Enfin, la porte s'ouvrit. L'hôte tenait son bonnet à la main, mais il avait absolument la même physionomie goguenarde qui venait de frapper Chicot lorsqu'il l'avait vu causant avec l'avocat. « Asseyez-vous là, mon cher monsieur, lui dit Chicot, et avant que nous fassions un arrangement définitif, écoutez, s'il vous plaît, mon histoire. » L'hôte parut écouter défavorablement cet exorde, et fit même signe de la tête qu'il désirait rester debout. « À votre aise, mon cher monsieur, reprit Chicot. L'hôte fit un signe qui voulait dire que, pour prendre ses aises, il n'avait besoin de la permission de personne. « Vous m'avez vu ce matin avec un moine, continua Chicot. « Oui, monsieur, dit l'hôte. « Silence, il n'en faut rien dire. Ce moine est proscrit. »« Bah, fit l'hôte, serait-ce donc quelque huguenot déguisé ?» Chicot prit un air de dignité offensée. « Huguenot » dit-il avec dégoût. « Qui donc a dit huguenot ? Sachez que ce moine est mon parent, et que je n'ai point de parent huguenot. Allons donc, brave homme, vous devriez rougir de dire de pareilles énormités. »« Ah, monsieur, reprit l'hôte, cela s'est vu. »« Jamais dans ma famille, seigneur hôtelier. Ce moine, au contraire, est l'ennemi le plus acharné qui se soit jamais déchaîné contre les huguenots, de sorte qu'il est tombé dans la disgrâce de sa majesté Henri III, qui les protège, comme vous savez. » L'hôte paraissait commencer à prendre un vif intérêt à la persécution de Gorenflot. « Silence, dit-il en approchant un doigt de ses lèvres. « Comment, silence ?» demanda Chicot. « Est-ce que vous auriez ici des gens du roi, par hasard ?»« J'en ai peur, dit l'hôte avec un signe de tête. Là, à côté. Il y a un voyageur. »
C'est qu'alors, reprit Chicot, nous nous sauverions tout de suite, mon parent et moi, car proscrits, menacés. Et où iriez-vous? Nous avons 2 ou 3 adresses que nous a données un aubergiste de nos amis, maître la Hurière. La Hurière? Vous connaissez la Hurière? Chut, il ne faut pas le dire. Mais nous avons fait connaissance le soir de la Saint-Barthélemy. Allons, dit l'hôte, je vois que vous êtes tous deux, votre parent et vous, de saintes gens. Moi aussi, je connais la Hurière. J'avais même envie, quand j'achetais cette hôtellerie, de prendre en témoignage d'amitié la même enseigne que lui, à la Belle Étoile. Mais l'hôtellerie était connue sous la dénomination de l'hôtellerie du Signe de la Croix. J'ai eu peur que ce changement ne me fît tort. Ainsi, vous dites donc, monsieur, que votre parent a eu l'imprudence de prêcher contre les Huguenots, qu'il a eu un succès énorme et que sa majesté très chrétienne, furieuse de ce succès, qui lui dévoilait la disposition des esprits, le cherchait pour le faire emprisonner. Et alors, demanda l'hôte avec un accent d'intérêt auquel il n'y avait point à se tromper. Ma foi, je l'ai enlevé, dit Chicot. Et vous avez bien fait, pauvre cher homme. Monsieur de Guise m'avait bien offert de le protéger. Comment? Le grand Henri de Guise? Henri le Balafré? Henri le Saint. Oui, vous l'avez dit, Henri le Saint. Mais j'ai craint la guerre civile. Alors, dit l'hôte, si vous êtes des amis de monsieur de Guise, vous connaissez ceci. Et l'hôte fit de la main à Chicot un espèce de signe maçonnique à l'aide duquel les ligueurs se reconnaissaient. Chicot, dans la fameuse nuit qu'il avait passée au couvent Sainte-Geneviève, avait remarqué non seulement ce signe, qui avait été 20 fois répété devant lui, mais encore le signe qui y répondait. « Parbleu, dit-il. Et vous, ceci ?» Et Chicot, à son tour, fit le second signe. « Alors, dit l'aubergiste avec le plus complet abandon, vous êtes ici chez vous, ma maison est la vôtre. Regardez-moi comme un ami, je vous regarde comme un frère, et, si vous n'avez pas d'argent... » Chicot, pour toute réponse, tira de sa poche une bourse qui, quoique déjà un peu entamée, présentait encore une corpulence assez honorable. La vue d'une bourse bien rondelette est toujours agréable, même à l'homme généreux qui vous offre de l'argent et qui apprend ainsi que vous n'en avez pas besoin, de sorte qu'il conserve le mérite de son offre sans avoir eu besoin de la mettre à exécution. « Bien, dit l'hôte. Je vous dirai, ajouta Chicot, pour vous tranquilliser davantage encore, que nous voyageons pour la propagation de la foi, et que notre voyage nous est payé par le trésorier de la Sainte-Union. Indiquez-nous donc une hôtellerie où nous n'ayons rien à craindre. »« Morbleu, dit l'hôte, vous ne serez nulle part plus en sûreté qu'ici, messieurs. C'est moi qui vous le dis. Mais vous parliez tout à l'heure d'un homme qui logeait là, à côté. Oui, mais qu'il se tienne bien, car au premier espionnage que je lui vois faire, foi de Bernouillet, il déménagera. »« Vous vous nommez Bernouillet ?» demanda Chicot. « C'est mon propre nom, monsieur, et il est connu parmi les fidèles, peut-être pas de la capitale, mais de la province. Je m'en vante aussi. Dites un mot, un seul, et je le mets à la porte. »« Pourquoi cela ?» dit Chicot. « Laissez-le, au contraire. Mieux vaut avoir ses ennemis près de soi. On les surveille, au moins. »« Vous avez raison, » dit Bernouillet avec admiration. « Mais qui vous fait croire que cet homme est notre ennemi ? » « Je dis notre ennemi, » continua le Gascon avec un tendre sourire, « parce que je vois bien que nous sommes frères. »« Oh oui, bien certainement, » dit l'hôte. « Ce qui me le fait croire, je vous le demande, c'est qu'il est arrivé ici déguisé en laquais, puis qu'il a passé une espèce d'habit d'avocat. Or il n'est pas plus avocat que laquais, attendu que, sous un manteau jeté sur une chaise, j'ai vu passer la pointe d'une longue rapière. Puis il m'a parlé du roi comme personne n'en parle. Puis enfin il m'a avoué qu'il avait une mission de monsieur de Morvilliers, qui est, comme vous savez, un ministre du Nabucodonosor. De l'Hérode, comme je l'appelle. Du Sardanapale. Bravo. Ah, je vois que nous nous entendons, dit l'hôte. Pardieu, fit Chicot, ainsi je reste. Je le crois bien. Mais pas un mot de mon parent. Pardieu. Ni de moi. Pour qui me prenez-vous? Mais silence,
Voici quelqu'un. Gorenflot parut sur le seuil. « Oh, c'est lui, le digne homme !» s'écria l'hôte. Et il alla au moine et lui fit le signe des ligueurs. Ce signe frappa Gorenflot d'étonnement et d'effroi. « Répondez, répondez donc, mon frère, dit Chicot. Notre hôte sait tout, il en est. »« Il en est, dit Gorenflot. De quoi est-il ? » ?»« De la Sainte Union, dit Bernouillet à demi-voix. »« Vous voyez bien que vous pouvez répondre. Répondez donc. » Gorenflot répondit, ce qui combla de joie l'aubergiste. « Mais, dit Gorenflot, qui avait hâte de changer la conversation, on m'a promis du Xérès. »« Du vin de Xérès, du vin de Malaga, du vin d'Alicante, tous les vins de ma cave sont à votre disposition, mon frère. » Gorenflot promena son regard de l'hôte à Chicot et de Chicot au ciel. Il ne comprenait rien à ce qui lui arrivait, et il était évident que, dans son humilité toute monacale, il reconnaissait que son bonheur dépassait de beaucoup ses mérites. 3 jours de suite, Gorenflot s'enivra, le premier jour avec du Xérès, le second jour avec du Malaga, le 3e jour avec de l'Alicante. Mais de toutes ces ivresses, Gorenflot avoua que c'était encore celle du Bourgogne qui lui semblait la plus agréable, et il en revint au Chambertin. Pendant ces 4 jours où Gorenflot avait fait ses expériences œnophiles, Chicot n'était pas sorti de sa chambre et avait guetté du soir au matin l'avocat Nicolas David. L'hôte, qui attribuait cette réclusion de Chicot à la peur qu'il avait du prétendu royaliste, s'évertuait à faire 1000 tours à celui-ci. Mais rien n'y faisait, du moins en apparence. Nicolas David, qui avait donné rendez-vous à Pierre de Gondy à l'hôtellerie du Cygne de la Croix, ne voulait point quitter son domicile provisoire, de peur que le messager de messieurs de Guise ne le retrouvât point. De sorte qu'en présence de l'hôte, il paraissait insensible à tout. Il est vrai que, la porte fermée, derrière maître Bernouillet, Nicolas David donnait à Chicot, qui ne quittait pas son trou, le spectacle divertissant de ses fureurs solitaires. Dès le lendemain de son installation dans l'auberge, s'apercevant déjà des mauvaises intentions de son hôte, il lui était échappé de dire, en lui montrant le poing, ou plutôt en montrant le poing à la porte par laquelle il était sorti, « Encore 5 ou 6 jours, drôle, et tu me le payeras. » Chicot en savait assez. Il était sûr que Nicolas David ne quitterait pas l'hôtellerie qu'il n'eût la réponse du légat. Mais à l'approche de ce 6e jour, qui était le 7e de l'arrivée dans l'auberge, Nicolas David, à qui l'hôte, malgré les instances de Chicot, avait signifié le prochain besoin qu'il aurait de sa chambre, Nicolas David, disons-nous, tomba malade. L'hôte insista pour qu'il quittât son logement tandis qu'il pouvait marcher encore. L'avocat demanda jusqu'au lendemain, prétendant que le lendemain il serait mieux, certainement. Le lendemain, il était plus mal. Ce fut l'hôte qui vint annoncer cette nouvelle à son ami le ligueur. « Eh bien, dit-il en se frottant les mains, notre royaliste, noir ami d'Hérode, il va passer la revue de l'amiral. Rentant plan, 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 plan. » On appelait, parmi les ligueurs, passer la revue de l'amiral, enjambé de ce monde dans l'autre. « Ah, fit Chicot, vous croyez qu'il va mourir ? Fièvre abominable, mon cher frère, fièvre tierce, fièvre cartaine, avec des redoublements qui le font bondir dans son lit. Il a une faim de démon, il a voulu m'étrangler et bat mes valets. Les médecins n'y comprennent rien. » Chicot réfléchit. « L'avez-vous vu ? Demanda-t-il. « Certainement, puisque je vous dis qu'il a voulu m'étrangler. » « Comment était-il ? Pâle, agité, défait, criant comme un possédé. »« Que criait-il ? Prenez garde au roi, on veut du mal au roi. » Le misérable, le gueux. Puis, de temps en temps, il dit qu'il attend un homme qui vient d'Avignon, et qu'il veut voir cet homme avant de mourir. « Voyez-vous cela ? dit Chicot. « Ah, il parle d'Avignon. »« À chaque minute. » « Ventre de biche, dit Chicot, laissant échapper son juron favori. « Dites donc, reprit l'hôte, ce serait drôle s'il allait mourir. »« Très drôle, dit Chicot, mais je voudrais qu'il ne mourût pas avant l'arrivée de l'homme d'Avignon. »« Pourquoi cela ? Plus tôt mourra-t-il, plus tôt en serons-nous débarrassés. »« Oui, mais je ne pousse pas la haine jusqu'à vouloir perdre l'âme et le corps, et puisque cet homme vient d'Avignon pour le confesser... »
Et vous voyez bien que c'est quelque fantaisie de sa fièvre, quelque imagination que la maladie lui a mise en tête, et il n'attend personne. Bah, qui sait, dit Chicot. Ah, vous êtes d'une bonne patte de chrétien, vous, répliqua l'hôte. Rends le bien pour le mal, dit la voix divine. L'hôte se retira émerveillé. Quant à Gorenflot, demeuré parfaitement en dehors de toutes ses préoccupations, il engraissait à vue d'œil. Au bout de 8 jours, l'escalier qui conduisait à sa chambre criait sous son poids et commençait à l'enserrer entre la rampe et le mur. Si bien que Gorenflot annonça un soir, avec terreur, à Chicot, que l'escalier maigrissait. Au reste, David, ni la Ligue, ni l'état déplorable où était tombée la religion ne l'occupaient. Il n'avait d'autre soin que de varier les menus et d'harmoniser les différents crus de Bourgogne avec les différents mets qu'il se faisait servir, tandis que l'hôte, ébahi, répétait, chaque fois qu'il le voyait rentrer ou sortir, « Et dire que c'est un torrent d'éloquence que ce gros père !» 6. Comment le moine confessa l'avocat et comment l'avocat confessa le moine. Enfin, le jour qui devait débarrasser l'hôtellerie de son hôte arriva ou parut arriver. Maître Bernouillet se précipita dans la chambre de Chicot avec des éclats de rire tellement immodérés que celui-ci dut attendre quelque temps avant d'en connaître la cause. « Il se meurt !» s'écriait le charitable aubergiste. « Il expire, il crève enfin !»« Et cela vous fait rire à ce point ?» demanda Chicot. « Je crois bien, c'est que le tour est merveilleux. » Quel tour ? Non, avouez que c'est vous qui le lui avez joué, mon gentilhomme. Moi ? Un tour au malade ? Oui. De quoi s'agit-il ? Que lui est-il arrivé ? Ce qui lui est arrivé ? Vous savez qu'il criait toujours après son homme d'Avignon. Eh bien, cet homme serait-il venu enfin ? Il est venu. L'avez-vous vu ? Parbleu, est-ce qu'il entre ici une seule personne sans que je la voie ? Et comment était-il ? L'homme d'Avignon, petit, mince et rose. C'est cela, laissa échapper Chicot. Là, vous voyez bien que c'est vous qui le lui avez envoyé, puisque vous le reconnaissez. Le messager est arrivé, s'écria Chicot en se levant et en frisant sa moustache. Ventre de biche, contez-moi donc cela, compère Bernouillet. Rien de plus simple, d'autant plus que, si ce n'est pas vous qui avez fait le tour, vous me direz si cela peut être. Il y a 1 heure donc, je suspendais un lapin au volet, quand un grand cheval et un petit homme s'arrêtèrent devant la porte. « Maître Nicolas est-il ici ?» demanda le petit homme. « Vous savez que c'est sous ce nom que cet infâme royaliste s'est fait inscrire. »« Oui, monsieur, répondis-je. »« Dites-lui alors que la personne qui l'attend d'Avignon est arrivée. »« Volontiers, monsieur, mais je dois vous prévenir d'une chose. »« De laquelle ? » Que maître Nicolas, comme vous l'appelez, se meurt. Raison de plus, pour que vous fassiez ma commission sans retard. Mais vous ne savez peut-être pas qu'il se meurt d'une fièvre maligne. Vraiment ? Fit l'homme. Alors je ne saurais vous recommander trop de diligence. Comment ? Vous persistez ? Je persiste. Malgré le danger ? Malgré tout. Je vous dis qu'il faut que je le voie. Le petit homme se fâchait et parlait avec un ton impératif qui n'admettait pas de réplique. En conséquence, je le conduisis à la chambre du moribond. « De sorte qu'il est là ?» dit Chicot en étendant la main dans la direction de cette chambre. « Il y est. N'est-ce pas que c'est drôle ?»« Excessivement drôle, » dit Chicot. « Quel malheur de ne pas pouvoir entendre. Oui, c'est un malheur. La scène doit être bouffonne. Au dernier degré. Mais qui donc vous empêche d'entrer ? Il m'a renvoyé. Sous quel prétexte ? Sous prétexte qu'il allait se confesser. Qui vous empêche d'écouter à la porte ? Eh, vous avez raison, dit l'hôte en s'élançant hors de la chambre. Chicot, de son côté, courut à son trou. Pierre de Gondy était assis au chevet du lit du malade, mais ils parlaient si bas tous deux que Chicot ne put entendre un seul mot de leur conversation. D'ailleurs, l'eût-il entendu, cette conversation, tirant à sa fin, lui eût appris peu de choses, car, après 5 minutes, M. de Gondy se leva, prit congé du mourant et sortit. Chicot courut à la fenêtre.
Un laquais, monté sur un courteau, tenait en bride le grand cheval dont avait parlé l'hôte. Un instant après, l'ambassadeur de messieurs de Guise parut, se mit en selle et tourna l'angle de la rue qui conduisait à la grande rue de Paris. « Mordieu, dit Chicot, pourvu qu'il n'emporte pas la généalogie. En tout cas, je le rejoindrai toujours, dussé-je crever 10 chevaux pour le rejoindre. » « Mais non, dit-il, ces avocats sont de fins renards. Le nôtre, surtout. Et je soupçonne... » « Je vous demande un peu, continua Chicot, frappant du pied avec impatience, et rattachant sans doute dans son esprit son idée à une autre. Je vous demande un peu où est ce drôle de Gorenflot. En ce moment, l'hôte rentra. « Eh bien, demanda Chicot. « Il est parti, dit l'hôte. « Le confesseur ?»« Qui n'est pas plus un confesseur que moi. »« Et le malade ?»« Il s'est évanoui après la conférence. »« Vous êtes sûr qu'il est toujours dans sa chambre ? » Parbleu, il n'en sortira probablement que pour se faire conduire au cimetière. C'est bon. Allez, et envoyez-moi mon frère aussitôt qu'il reparaîtra. Même s'il est ivre ? En quelque état qu'il soit. C'est donc urgent. C'est pour le bien de la chose. Bernouillet sortit précipitamment. C'était un homme plein de zèle. C'était au tour de Chicot d'avoir la fièvre. Il ne savait s'il devait courir après Gondy ou pénétrer chez David. Si l'avocat était aussi malade que le prétendait l'aubergiste, il était probable qu'il avait chargé M. de Gondy de ses dépêches. Chicot arpentait donc sa chambre comme un fou, se frappant le front et cherchant une idée parmi les millions de globules bouillonnant dans son cerveau. On n'entendait plus rien dans la chambre de son observatoire. Chicot ne pouvait apercevoir que l'angle du lit enveloppé dans ses rideaux. Tout à coup, une voix retentit dans l'escalier. Chicot tressaillit. C'était celle du moine. Gorenflot, poussé par l'hôte, qui voulait inutilement le faire taire, montait une à une les marches de l'escalier, en chantant d'une voix avinée. « Le vin et le chagrin se battent dans ma tête. Ils y font un tel train que c'est une tempête. Mais l'un est le plus fort, c'est le vin. Si bien que le chagrin en sort grand train. » Chicot courut à la porte. « Silence donc, ivrogne !» cria-t-il. « Ivrogne !» dit Gorenflot. « Parce qu'on a bu. »« Voyons, viens ici, et vous, Bernouillet, vous savez. »« Oui, » dit l'aubergiste en faisant un signe d'intelligence et en descendant les escaliers 4 à 4. « Viens ici, te dis-je, » continua Chicot en tirant le moine dans sa chambre, « et causons sérieusement si tu peux. »« Parbleu, » dit Gorenflot, « vous raillez, compère. Je suis sérieux comme un âne qui boit. »« Ou qui a bu, » dit Chicot en levant les épaules. Puis il le conduisit à un siège sur lequel Gorenflot se laissa aller en poussant un « Ah !» plein de jubilation. Chicot alla fermer la porte et revint à Gorenflot avec un visage si sérieux que celui-ci comprit qu'il s'agissait d'écouter. « Voyons, qu'y a-t-il encore ?» dit le moine, comme si ce mot résumait toutes les persécutions que Chicot lui faisait endurer. « Il y a, » répondit Chicot fort rudement, « que tu ne songes pas assez au devoir de ta profession. Tu te vautres dans la débauche, tu pourris dans l'ivrognerie, et, pendant ce temps, la religion devient ce qu'elle peut. Corbeuf !» Gorenflot leva ses 2 gros yeux étonnés sur son interlocuteur. « Moi ?» dit-il. « Oui, toi. Regarde, tu es ignoble à voir. Ta robe est déchirée, tu t'es battu en chemin, tu as l'œil gauche cerclé de noir. »« Moi ?» reprit Gorenflot, de plus en plus étonné des reproches auxquels Chicot ne l'avait point habitué. « Sans doute. Tu as de la boue par-dessus les genoux. Et quelle boue ! De la boue blanche, ce qui prouve que tu as été énivré dans les faubourgs. »« C'est, ma foi, vrai, » dit Gorenflot. « Malheureux, un moine génové fin. Si tu étais cordelier encore. »« Chicot, mon ami, je suis donc bien coupable ?» dit Gorenflot, attendri. « C'est-à-dire que tu mérites que le feu du ciel te consume jusqu'aux sandales. Prends garde, si cela continue, je t'abandonne. »« Chicot, mon ami, dit le moine, tu ne ferais pas cela. Il y a aussi des archers à Lyon. »« Oh, grâce, mon cher protecteur, balbutia le moine, qui se mit non pas à pleurer, mais à beugler comme un taureau. Fi, la laide brute, continua Chicot, et dans quel moment, je te le demande, te livres-tu à de pareils déportements ?
quand nous avons un voisin qui se meurt. C'est vrai, dit Gorenflot d'un air profondément contrit. Voyons, es-tu chrétien, oui ou non? Si je suis chrétien, s'écria Gorenflot en se levant, si je suis chrétien, tripe du pape, je le suis, je le proclamerai sur le gril de Saint-Laurent. Et, le bras étendu comme pour jurer, il se mit à chanter, de façon à briser les vitres. Je suis chrétien, c'est mon seul bien. Assez, dit Chicot en le bâillonnant avec la main. Si tu es chrétien, ne laisse pas mourir ton frère sans confession. C'est juste. Où est mon frère? Que je le confesse, dit Gorenflot, c'est-à-dire quand j'aurai bu, car je meurs de soif. Et Chicot passa au moine un pot plein d'eau que celui-ci vida presque entièrement. Ah, mon fils, dit-il en reposant le pot sur la table, je commence à voir clair. C'est bien heureux, répondit Chicot, décidé à profiter de ce moment de lucidité. Maintenant, mon tendre ami, continua le moine, qui faut-il que je confesse? Notre malheureux voisin qui se meurt. Qu'on lui donne une pinte de vin au miel, dit Gorenflot. Je ne dis pas non, mais il a plus besoin des secours spirituels que des secours temporels. Tu vas l'aller trouver. Croyez-vous que je sois suffisamment préparé, monsieur Chicot? Demanda timidement le moine. Toi? Je ne t'ai jamais vu si plein d'onction qu'en ce moment. Tu le ramèneras au bien s'il est égaré, tu l'enverras droit au paradis s'il en cherche la route. J'y cours. Attends donc, il faut que je t'indique la marche à suivre. Pourquoi faire? On sait son état peut-être, depuis 20 ans qu'on est moine. Oui, mais ce n'est pas seulement ton état qu'il faut que tu fasses aujourd'hui, c'est aussi ma volonté. Votre volonté? Et si tu l'exécutes ponctuellement, entends-tu bien, je te place sans pistole à la corne d'abondance, à boire ou à manger à ton choix. À boire et à manger, j'aime mieux cela. Eh bien, soit, sans pistole, tu entends? Si tu confesses ce digne moribond. Je le confesserai ou la peste m'étouffe. Comment faut-il que je le confesse? Écoute, ta robe te donne une grande autorité. Tu parles au nom de Dieu et au nom du roi. Il faut, par ton éloquence, contraindre cet homme à te remettre les papiers qu'on vient de lui apporter d'Avignon. Pourquoi faire le contraindre à me remettre ces papiers? Chicot regarda en pitié le moine. Pour avoir 1000 livres. Double brute, lui dit-il. C'est juste, fit Gorenflot. J'y vais. Attends donc, il te dira qu'il vient de se confesser. Alors, s'il vient de se confesser, tu lui répondras qu'il en a menti, que celui qui sort de sa chambre n'est point un confesseur, mais un intrigant comme lui. Mais il se fâchera. Que t'importe, puisqu'il se meurt. C'est juste. Alors, tu comprends, tu parleras de Dieu, tu parleras du diable, tu parleras de ce que tu voudras, mais, d'une façon ou de l'autre, tu lui tireras des mains des papiers qui viennent d'Avignon. Et s'il refuse, tu lui refuseras l'absolution, tu le maudiras, tu l'anathématiseras. Ou je les lui prendrai de force? Eh bien, encore, soit. Mais, voyons, es-tu suffisamment dégrisé pour exécuter ponctuellement mes instructions? Ponctuellement, vous allez voir. Et Gorenflot, passant une main sur son large visage, sembla en effacer les traces superficielles de l'ivresse. Ses yeux devinrent calmes, bien qu'on eût pu, avec de l'attention, les trouver hébétés. Sa bouche n'articula plus que des paroles scandées avec modération. Son geste devint sobre, tout en demeurant un peu tremblant. Puis il se dirigea vers la porte avec solennité. « Un moment, dit Chicot. Quand il t'aura donné les papiers, serre-les bien dans une main et frappe de l'autre à la muraille. Et s'il me les refuse, frappe encore. Alors, dans l'un et l'autre cas, je dois frapper. Oui. C'est bien. » Et Gorenflot sortit de la chambre, tandis que Chicot, en proie à une émotion indéfinissable, collait son oreille à la muraille afin de percevoir jusqu'au moindre bruit. 10 minutes après, le craquement du plancher lui annonça que Gorenflot entrait chez son voisin, et bientôt il le vit apparaître dans le cercle que son rayon visuel pouvait embrasser. L'avocat se souleva dans son lit et regarda s'approcher l'étrange apparition.
Eh, bonjour, mon frère, dit Gorenflot, s'arrêtant au milieu de la chambre et équilibrant ses larges épaules. Que venez-vous faire ici, mon père, murmura le malade d'une voix affaiblie. Mon fils, je suis un religieux indigne. J'apprends que vous êtes en danger et je viens vous parler des intérêts de votre âme. Merci, dit le moribond, mais je crois votre soin inutile. Je vais un peu mieux. Gorenflot secoua la tête. Vous le croyez, dit-il. J'en suis sûr. Ruse de Satan, qui voudrait vous voir mourir sans confession. Satan serait attrapé, dit le malade. Je viens de me confesser à l'instant même. À qui? À un digne prêtre qui vient d'Avignon. Gorenflot secoua la tête. Comment? Ce n'est pas un prêtre? Non. Comment le savez-vous? Je le connais. Celui qui sort d'ici? Oui, dit Gorenflot avec un accent plein d'une telle conviction que, si difficile à démonter que soient en général les avocats, celui-ci se troubla. Or, comme vous n'allez pas mieux, dit Gorenflot, et comme cet homme n'était pas un prêtre, il faut vous confesser. Je ne demande pas mieux, dit l'avocat d'une voix un peu plus forte, mais je veux me confesser à qui me plaît. Vous n'avez pas le temps d'en envoyer chercher un autre, mon fils. Et puisque me voilà... Comment? Je n'aurai pas le temps, s'écria le malade avec une voix qui se développa de plus en plus. Quand je vous dis que je vais mieux, quand je vous affirme que je suis sûr d'en réchapper. Gorenflot secoua une troisième fois la tête. Et moi, dit-il avec le même flegme, je vous affirme à mon tour, mon fils, que je ne compte sur rien de bon à votre égard. Vous êtes condamné par les médecins et aussi par la divine providence. C'est cruel à vous dire, je le sais bien, mais enfin, nous en arrivons tous là, soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard. Il y a la balance de la justice. Et puis, c'est consolant de mourir en cette vie, puisque l'on ressuscite dans l'autre. Pythagoras lui-même le disait, mon fils, et ce n'était qu'un païen. Allons, confessez-vous, mon cher enfant. Mais je vous assure, mon père, que je me sens déjà plus fort, et c'est probablement un effet de votre sainte présence. Erreur, mon fils, erreur, insista Gorenflot. Il y a au dernier moment une recrudescence vitale. C'est la lampe qui se ranime pour jeter un dernier éclat. Voyons, continua le moine, en s'asseyant près du lit. Dites-moi vos intrigues, vos complots, vos machinations. Mes intrigues, mes complots, mes machinations, répéta Nicolas David en se reculant devant le singulier moine qu'il ne connaissait pas et qui paraissait le connaître si bien. Oui, dit Gorenflot en disposant tranquillement ses larges oreilles à entendre et en joignant ses 2 pouces au-dessus de ses mains entrelacées. Puis, quand vous m'aurez dit tout cela, vous me donnerez les papiers. Et peut-être Dieu permettra-t-il que je vous absolve. Et quel papier? S'écria le malade d'une voix aussi forte et aussi vigoureusement accentuée que s'il eût été en pleine santé. Les papiers que ce prétendu prêtre vient de vous apporter d'Avignon. Et qui vous a dit que ce prétendu prêtre m'avait apporté des papiers? Demanda l'avocat en sortant une jambe de la couverture et avec un accent si brusque que Gorenflot en fut troublé dans le commencement de béatitude qu'il assoupissait sur son fauteuil. Gorenflot pensa que le moment était venu de montrer de la vigueur. « Celui qui l'a dit sait ce qu'il dit, reprit-il. Allons, les papiers ou pas d'absolution. »« Eh, je me moque bien de ton absolution, bélitre !» s'écria David en bondissant hors du lit et en sautant à la gorge de Gorenflot. « Eh, mais !» s'écria celui-ci. « Vous avez donc la fièvre chaude? Vous ne voulez donc pas vous confesser, vous ?» Le pouce de l'avocat, adroitement et vigoureusement appliqué sur la gorge du moine, interrompit sa phrase, qui fut continuée par un sifflement qui ressemblait fort à un râle. « Je ne veux confesser que toi, frocard de Belzébuth !» s'écria l'avocat David. « Et quant à la fièvre chaude, tu vas voir si elle me sert au point de m'empêcher de t'étrangler. » Frère Gorenflot était robuste, mais il en était malheureusement à ce moment de réaction où l'ivresse agit sur le système nerveux et le paralyse, ce qui arrive d'ordinaire en même temps que, par une réaction opposée, les facultés commencent à reprendre de la vigueur. Il ne put donc, en réunissant toutes ses forces,
que se soulever sur son siège, empoigner la chemise de l'avocat à 2 mains et le repousser violemment loin de lui. Il est juste de dire que, tout paralysé qu'il était, frère Gorenflot repoussa si violemment Nicolas David que celui-ci alla rouler au milieu de la chambre. Mais il se releva furieux et, sautant sur cette longue épée qu'avait remarqué maître Bernouillet, laquelle était suspendue à la muraille derrière ses habits, il la tira du fourreau et en vint présenter la pointe au col du moine, qui, épuisé par cet effort suprême, était retombé sur son fauteuil. « C'est à ton tour de te confesser, lui dit-il d'une voix sourde, ou tu vas mourir. » Gorenflot, complètement dégrisé par la désagréable pression de cette pointe froide sur sa chair, comprit la gravité de la situation. « Oh, dit-il, vous n'étiez donc pas malade ? C'était donc une comédie que cette prétendue agonie ? » « Tu oublies que ce n'est point à toi d'interroger, dit l'avocat, mais de répondre. »« Répondre à quoi ? » ?»« À ce que je te vais demander. »« Faites. Qui es-tu ? » ?»« Vous le voyez bien, dit le moine. »« Ce n'est pas répondre, fit l'avocat en appuyant l'épée 1 degré plus fort. »« Eh, que diable ! Faites donc attention. Si vous me tuez avant que je vous réponde, vous ne saurez rien du tout. »« Tu as raison. Ton nom ? » ?»« Frère Gorenflot. »« Tu es donc un vrai moine ? » ?»« Comment, un vrai moine ? Je le crois bien. »« Pourquoi te trouves-tu à Lyon ? » ?»« Parce que je suis exilé. »« Qui t'a conduit dans cet hôtel ? » ?»« Le hasard. »« Depuis combien de jours y es-tu ? » ?»« Depuis 16 jours. »« Pourquoi m'espionnais-tu ? » ?»« Je ne vous espionnais pas. »« Comment savais-tu que j'avais reçu des papiers ? » ?»« Parce qu'on me l'avait dit. »« Qui te l'avait dit ? » ?»« Celui qui m'a envoyé vers vous. »« Qui t'a envoyé vers moi ? » ?»« Voilà ce que je ne puis dire. Et ce que tu me diras cependant. »« Oh là !» s'écria le moine. « Vertu Dieu ! J'appelle, je crie. »« Et moi, je tue !» Le moine jeta un cri. Une goutte de sang parut à la pointe de l'épée de l'avocat. « Son nom !» dit celui-ci. « Oh, ma foi, tant pis !» dit le moine. « J'ai tenu tant que j'ai pu. »« Oui, va, et ton honneur est à couvert. Celui qui t'a envoyé vers moi, c'est... » Gorenflot hésita encore. Il lui en coûtait de trahir l'amitié. « Achève donc !» dit l'avocat en frappant du pied. « Ma foi, tant pis. C'est Chicot. »« Le fou du roi ? » ?»« Lui-même. »« Et où est-il ? » ?»« Me voilà !» dit une voix. Et Chicot, à son tour, parut sur la porte, pâle, grave, et l'épée nue à la main. 7. Comment Chicot, après avoir fait un trou avec une vrille, en fit un avec son épée. Maître Nicolas David, en reconnaissant celui qu'il savait être son ennemi mortel, ne put retenir un mouvement de terreur. Gorenflot profita de ce mouvement pour se jeter de côté et rompre ainsi la rectitude de la ligne qui se trouvait entre son cou et l'épée de l'avocat. « À moi, tendre ami !» cria-t-il. « À moi, à l'aide, au secours, à la rescousse, on m'égorge !»« Ah ah, cher monsieur David, dit Chicot, c'est donc vous ? » ?»« Oui, balbutia David. Oui, sans doute, c'est moi. »« Enchanté de vous rencontrer, reprit le Gascon. Puis, se retournant vers le moine, « Mon bon Gorenflot, lui dit-il, ta présence comme moine était fort nécessaire ici tout à l'heure, quand on croyait monsieur mourant. Mais à présent que monsieur se porte à merveille, ce n'est plus un confesseur qu'il lui faut. Aussi, il va avoir affaire à un gentilhomme. » David essaya de ricaner avec mépris. « Oui, un gentilhomme, dit Chicot, et qui va vous faire voir qu'il est de bonne race. Mon cher Gorenflot, continua-t-il en s'adressant au moine, faites-moi le plaisir d'aller vous mettre en sentinelle sur le palier, et d'empêcher qui que ce soit au monde de venir me déranger dans la petite conversation que je vais avoir avec monsieur. » Gorenflot ne demandait pas mieux que de se trouver à distance de Nicolas David. Aussi accomplit-il le cercle qu'il lui fallait parcourir en serrant les murs le plus près possible. Puis, arrivé à la porte, il s'élança dehors, plus léger de son livre qu'il ne l'était en entrant. Chicot ferma la porte derrière lui et, toujours avec le même flegme,
poussa le verrou. David avait d'abord considéré ce préambule avec un saisissement qui résultait de l'imprévu de la situation. Mais, bientôt, se reposant sur sa force bien connue dans les armes, et sur ce qu'au bout du compte il était seul à seul avec Chicot, il s'était remis, et, quand le Gascon se retourna, après avoir fermé la porte, il le trouva appuyé au pied du lit, son épée à la main, et le sourire sur les lèvres. « Habillez-vous, monsieur, dit Chicot. Je vous en donnerai le temps et la facilité, car je ne veux avoir aucun avantage sur vous. Je sais que vous êtes un vaillant escrimeur, et que vous maniez l'épée comme Leclerc en personne. Mais cela m'est parfaitement égal. » David se mit à rire. « La plaisanterie est bonne, dit-il. »« Oui, répondit Chicot, elle me paraît telle, du moins, puisque c'est moi qui l'a fait. Et elle vous paraîtra bien meilleure tout à l'heure, à vous, qui êtes l'homme de goût. Savez-vous ce que je viens chercher en cette chambre, maître Nicolas ? Le reste des coups de lanière que je vous redevais au nom du duc de Mayenne, le jour où vous avez si lestement sauté par une fenêtre. Non, monsieur, j'en sais le compte, et je les rendrai à celui qui me les a fait donner. Soyez tranquille. Ce que je viens chercher, c'est certaines généalogies que monsieur Pierre de Gondy, sans savoir ce qu'il portait, apportées à Avignon, et, sans savoir ce qu'il rapportait, vous a remises tout à l'heure. » David pâlit. « Quelle généalogie, dit-il. »« Celle de messieurs de Guise, qui descendent, comme vous savez, de Charlemagne en droite ligne. »« Ah ah, dit David, vous êtes donc espion, monsieur ? Je vous croyais seulement bouffon, moi. Cher monsieur David, je serai, si vous le voulez bien, l'un et l'autre dans cette occasion. Espion pour vous faire pendre, et bouffon pour en rire. »« Me faire pendre ?» Haut et court, monsieur. Vous n'avez pas la prétention d'être décapité, j'espère. C'est bon pour les gentilshommes. Et comment vous y prendrez-vous pour cela ? Oh, ce sera bien simple. Je raconterai la vérité, voilà tout. Il faut vous dire, cher monsieur David, que j'ai assisté le mois passé à ce petit conciliabule tenu dans le couvent de Sainte-Geneviève entre les Altesses Sérénissimes, messieurs de Guise et madame de Montpensier. Vous ? Oui, j'étais logé dans le confessionnal en face du vôtre. On y est fort mal, n'est-ce pas ? D'autant plus mal, pour mon compte du moins, que j'ai été obligé, pour en sortir, d'attendre que tout fût fini, et que la chose a été fort longue à se terminer. J'ai donc assisté au discours de monsieur de Montsoreau, de la Hurière et d'un certain moine, dont j'ai oublié le nom, mais qui m'a paru fort éloquent. Je connais l'affaire du couronnement de monsieur d'Anjou, qui a été moins amusante. Mais en échange, la petite pièce a été drôle. On jouait la généalogie de messieurs de Lorraine, revue, augmentée et corrigée par maître Nicolas David. C'était une fort drôle de pièce, à laquelle il ne manquait plus que le visa de sa sainteté. « Ah, vous connaissez la généalogie, » dit David, se contenant à peine et mordant ses lèvres avec colère. « Oui, dit Chicot, et je l'ai trouvée infiniment ingénieuse, surtout à l'endroit de la loi salique. Seulement, c'est un grand malheur d'avoir tant d'esprit que cela. On se fait pendre. Aussi, me sentant ému d'un tendre intérêt pour un homme si ingénieux, comment, me suis-je dit, je laisserai pendre ce brave monsieur David, un maître d'armes très agréable, un avocat de première force, un de mes bons amis, enfin, et cela quand je puis au contraire non seulement lui sauver la corde, mais encore faire sa fortune, à ce brave avocat, ce bon maître, cet excellent ami, le premier qui m'ait donné la mesure de mon cœur en prenant la mesure de mon dos. Non, cela ne sera pas. Alors, vous ayant entendu parler de voyage, j'ai pris la résolution, rien ne me retenant, de voyager avec vous, c'est-à-dire derrière vous. Vous êtes sorti par la porte bordel, n'est-ce pas ? Je vous guettais. Vous ne m'avez pas vu, cela ne m'étonne point. J'étais bien caché. De ce moment-là, je vous ai suivi. Vous perdant, vous rattrapant, prenant beaucoup de peine, je vous assure. Enfin, nous sommes arrivés à Lyon. Je dis nous sommes parce que, 1 heure après vous, j'étais installé dans le même hôtel que vous, non seulement dans le même hôtel, mais encore dans la chambre à côté. Dans celle-ci, tenez, qui n'est séparée de la vôtre que par une simple cloison.
Vous pensez bien que je n'étais pas venu de Paris à Lyon, ne vous quittant pas des yeux, pour vous perdre de vue ici. Non, j'ai percé un petit trou à l'aide duquel j'avais l'avantage de vous examiner tant que je voulais, et, je l'avoue, je me donnais ce plaisir plusieurs fois le jour. Enfin, vous êtes tombé malade. L'hôte voulait vous mettre à la porte. Vous aviez donné rendez-vous à monsieur de Gondy, au signe de la croix. Vous aviez peur qu'il ne vous trouvât point autre part, ou, du moins, qu'il ne vous retrouvât point assez vite. C'était un moyen. Je n'en ai été dupe qu'à moitié. Cependant, comme à tout prendre, vous pouviez être malade réellement, comme nous sommes tous mortels, vérité dont je tâcherai de vous convaincre tout à l'heure, je vous ai envoyé un brave moine, mon ami, mon compagnon, pour vous exciter au repentir, vous ramener à la récipiscence. Mais point, pécheur endurci que vous êtes, vous avez voulu lui perforer la gorge avec votre rapière, oubliant cette maxime de l'Évangile, qui frappe de l'épée, périra par l'épée. C'est alors, cher monsieur David, que je suis venu, et que je vous ai dit, voyons, nous sommes de vieilles connaissances, de vieux amis, arrangeons la chose ensemble. Voyons, dites, à cette heure que vous êtes au courant, voulez-vous l'arranger, la chose? Et de quelle façon? De la façon dont elle se fût arrangée si vous eussiez été véritablement malade, que mon ami Gorenflot vous eût confessé et que vous lui eussiez remis les papiers qu'il vous demandait. Alors, je vous eusse pardonné et j'eusse même dit, de grand cœur, un in manus pour vous. Eh bien, je ne serai pas plus exigeant pour le vivant que pour le mort. Et ce qui me reste à vous dire, le voici. Monsieur David, vous êtes un homme accompli. L'escrime, le cheval, la chicane, l'art de mettre de grosses bourses dans de larges poches, vous possédez tout. Il serait fâcheux qu'un homme comme vous, disparu tout à coup du monde, où il est destiné à faire une si belle fortune. Eh bien, cher monsieur David, ne faites plus de conspiration. Fiez-vous à moi, rompez avec les Guises, donnez-moi vos papiers, et, foi de gentilhomme, je ferai votre paix avec le roi. Tandis qu'au contraire, si je ne vous les donne pas, demanda Nicolas David. Ah, si vous ne me les donnez pas, c'est autre chose. Foi de gentilhomme, je vous tuerai. Est-ce toujours drôle, cher monsieur David? De plus en plus, répondit l'avocat en caressant son épée. Mais si vous me les donnez, continua Chicot, tout sera oublié. Vous ne me croyez pas peut-être, cher monsieur David, car vous êtes d'une nature mauvaise, et vous vous figurez que mon ressentiment est incrusté dans mon cœur, comme la rouille dans le fer. Non, je vous hais, c'est vrai, mais je hais monsieur de Mayenne plus que vous. Donnez-moi de quoi perdre monsieur de Mayenne, et je vous sauve. Et puis, voulez-vous que j'ajoute encore quelques paroles que vous ne croirez pas, vous qui n'aimez rien que vous-même? Eh bien, c'est que j'aime le roi, moi. Tout niais, tout corrompu, tout abattardi qu'il est. Le roi qui m'a donné un refuge, une protection contre votre boucher de Mayenne, qui assassine de nuit, à la tête de 15 bandits, un seul gentilhomme, sur la place du Louvre. Vous savez de qui je veux parler? C'est de ce pauvre Saint-Mégrin. N'en étiez-vous pas de ces bourreaux, vous? Non, tant mieux, je le croyais tout à l'heure, et je le crois bien plus encore maintenant. Eh bien, je veux qu'il règne tranquillement, mon pauvre roi Henri, ce qui est impossible avec les Mayennes et les généalogies de Nicolas David. Livrez-moi donc la généalogie, et, foi de gentilhomme, je tais votre nom et fais votre fortune. Pendant cette longue exposition de ses idées, qu'il n'avait même faite si longue que dans ce but, Chicot avait observé David en homme intelligent et ferme. Pendant cet examen, il ne vit pas se détendre une seule fois la fibre d'acier qui dilatait l'œil fauve de l'avocat. Pas une bonne pensée n'éclaira ses traits assombris. Pas un retour de cœur n'amollit sa main crispée sur l'épée. « Allons, dit Chicot, je vois que tout ce que je vous dis est de l'éloquence perdue, et que vous ne me croyez pas. Il me reste donc un moyen de vous punir d'abord de vos torts anciens envers moi, puis de débarrasser la terre d'un homme qui ne croit plus à la probité ni à l'humanité. Je vais vous faire pendre. Adieu, monsieur David. » Et Chicot fit à reculons un pas vers la porte sans perdre de vue l'avocat.
Celui-ci fit un bond en avant. « Et vous croyez que je vous laisserai sortir ?» s'écria l'avocat. « Non pas, mon bel espion, non pas, Chicot, mon ami. Quand on sait des secrets comme ceux de la généalogie, on meurt. Quand on menace Nicolas David, on meurt. Quand on entre ici, comme tu y es entré, on meurt. » « Vous me mettez parfaitement à mon aise, » répondit Chicot avec le même calme. « Je n'hésitais que parce que je suis sûr de vous tuer. Crillon, en faisant des armes avec moi, m'a appris, il y a 2 mois, une botte particulière, une seule. Mais elle suffira, parole d'honneur. Allons, remettez-moi les papiers, ajouta-t-il d'une voix terrible, ou je vous tue. Et je vais vous dire comment. Je vous percerai la gorge où vous vouliez saigner, mon ami Gorenflot. » Chicot n'avait point achevé ces paroles que David, avec un sauvage éclat de rire, s'élança sur lui. Chicot le reçut, l'épée au poing. Les 2 adversaires étaient à peu près de la même taille, mais les vêtements de Chicot dissimulaient sa maigreur, tandis que rien ne dissimulait la nature longue, mince et flexible de l'avocat. Il semblait un long serpent, tant son bras prolongeait sa tête, tant son épée agile s'agitait comme un triple dard. Mais, comme le lui avait annoncé Chicot, il avait affaire à un rude adversaire. Chicot, faisant des armes presque tous les jours avec le roi, était devenu un des plus forts tireurs du royaume. C'est ce dont Nicolas David put s'apercevoir, en trouvant toujours le fer de son adversaire de quelque façon qu'il cherchât à l'attaquer. Il fit un pas de retraite. « Ah ah !» dit Chicot. « Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas ? Eh bien, encore une fois, les papiers. » David, pour toute réponse, se jeta de nouveau sur le Gascon, et un second combat s'engagea, plus long et plus acharné que le premier, quoique Chicot se contentât de parer et n'eût pas encore porté un coup. Cette seconde lutte se termina, comme la première, par un pas de retraite de l'avocat. « Ah ah !» dit Chicot. « À mon tour, maintenant !» Et il fit un pas en avant. Pendant qu'il marchait, Nicolas David dégagea pour l'arrêter. Chicot para prime, lia l'épée de son adversaire tierce sur tierce et l'atteignit à l'endroit qu'il avait indiqué d'avance. Il lui enfonça la moitié de sa rapière dans la gorge. « Voilà le coup !» dit Chicot. David ne répondit pas. Il tomba du coup aux pieds de Chicot en crachant une gorgée de sang. Chicot à son tour fit un pas de retraite. Tout blessé à mort qu'il est, le serpent peut encore se redresser et mordre. Mais David, par un mouvement naturel, essaya de se traîner vers son lit comme pour défendre encore son secret. « Ah !» dit Chicot, « je te croyais retors et tu es sot, au contraire, comme un reître. Je ne savais pas l'endroit où tu avais caché tes papiers, et voilà que tu me l'apprends. » Et, tandis que David se tordait dans les convulsions de l'agonie, Chicot courut au lit, souleva le matelas et trouva, sous le chevet, un petit rouleau de parchemin, que David, dans l'ignorance de la catastrophe qui le menaçait, n'avait pas songé à cacher mieux. Au moment même où il le déroulait pour s'assurer que c'était bien le papier qu'il cherchait, David se soulevait avec rage, puis, retombant aussitôt, rendait le dernier soupir. Chicot parcourut d'abord, d'un œil étincelant de joie et d'orgueil, le parchemin rapporté d'Avignon par Pierre de Gondy. Le légat du pape, fidèle à la politique du souverain pontife depuis son avènement au trône, avait écrit au bas « Fiat ut voluit Deus, Deus jura hominum fecit ». « Voilà, dit Chicot, un pape qui traite assez mal le droit très chrétien. » Et il plia soigneusement le parchemin, qu'il introduisit dans la poche la plus sûre de son justaucorps, c'est-à-dire dans celle qui s'appuyait sur sa poitrine. Puis il prit le corps de l'avocat, qui était mort sans presque répandre de sang, la nature de la plaie ayant concentré l'hémorragie au-dedans, le replaça dans le lit, la face tournée contre la ruelle, et, rouvrant la porte, appela Gorenflot. Gorenflot entra. « Comme vous êtes pâle, dit le moine. »« Oui, dit Chicot, les derniers moments de ce pauvre homme m'ont causé quelque émotion. »« Il est donc mort ?» demanda Gorenflot. « Il y a tout lieu de le croire, » répondit Chicot. « Il se portait si bien tout à l'heure. »« Trop bien. Il a voulu manger des choses difficiles à digérer. Et, comme Anacréon,
Il est mort pour avoir avalé de travers. Oh oh, dit Gorenflot, le coquin qui voulait m'étrangler, moi, un homme d'église, voilà ce qui lui aura porté malheur. Pardonnez-lui, compère, vous êtes chrétien. Je lui pardonne, dit Gorenflot, quoiqu'il m'ait fait grand-peur. Ce n'est pas le tout, dit Chicot. Il conviendrait que vous allumiez les cires et que vous marmottiez quelques prières près de son corps. Pourquoi faire? C'était le mot de Gorenflot, on se le rappelle. Comment, pourquoi faire? Vous n'êtes point pris et conduit dans les prisons de la ville comme meurtrier. Moi, meurtrier de cet homme? Allons donc, c'est lui qui voulait m'étrangler. Mon Dieu, oui. Et comme il n'a pu y réussir, la colère lui a mis le sang en mouvement, un vaisseau se sera brisé dans sa poitrine. Et bonsoir. Vous voyez bien qu'en somme, Gorenflot, c'est vous qui êtes la cause de sa mort. Cause innocente, c'est vrai, mais n'importe. En attendant que votre innocence soit reconnue, on pourrait vous faire un mauvais parti. Je crois que vous avez raison, monsieur Chicot, dit le moine. D'autant plus raison qu'il y a dans cette bonne ville, à Lyon, un official un peu coriace. Jésus, murmura le moine. Faites donc ce que je vous dis, compère. Que faut-il que je fasse? Installez-vous ici. Récitez avec onction toutes les prières que vous savez, et même celles que vous ne savez pas, et quand le soir sera venu et que vous serez seul, sortez de l'hôtellerie sans lenteur et sans précipitation. Vous connaissez le travail du maréchal Ferrand qui fait le coin de la rue. Certainement, c'est à lui que je me suis donné ce coup hier soir, dit Gorenflot, montrant son œil cerclé de noir. Touchant souvenir. Eh bien, j'aurai soin que vous retrouviez là votre cheval, entendez-vous? Vous monterez dessus sans donner d'explication à personne. Ensuite, pour peu que le cœur vous en dise, vous connaissez la route de Paris. À Villeneuve-le-Roi, vous vendrez votre cheval et vous reprendrez Panurge. Ah, ce bon Panurge, vous avez raison, je serais heureux de le revoir, je l'aime. Mais d'ici là, ajouta le moine d'un ton piteux, comment vivrai-je? Quand je donne, dit Chicot, et ne laisse pas mendier mes amis, comme on fait au couvent de Sainte-Geneviève. Tenez. Et Chicot tira de sa poche une poignée d'écus qu'il mit dans la large main du moine. Homme généreux, dit Gorenflot, attendri jusqu'aux larmes. Laissez-moi rester avec vous à Lyon. J'aime assez Lyon. C'est la seconde capitale du royaume, puis la ville est hospitalière. Mais comprends donc une chose, triple brute, c'est que je ne reste pas, c'est que je pars, et cela si rapidement que je ne t'engage point à me suivre. Que votre volonté soit faite, monsieur Chicot, dit Gorenflot, résigné. À la bonne heure, dit Chicot. Te voilà comme je t'aime, compère. Et il installa le moine près du lit, descendit chez l'hôte et, le prenant à part. Maître Bernouillet, dit-il, sans que vous vous en doutiez, un grand événement s'est passé dans votre maison. Bah, répondit l'hôte avec des yeux effarés, qu'y a-t-il donc? Cet enragé royaliste, ce contempteur de la religion, cet abominable hanteur de huguenots. Eh bien, il a reçu la visite ce matin d'un messager de Rome. Je le sais bien, puisque c'est moi qui vous l'ai dit. Eh bien, notre Saint-Père le Pape, à qui toute justice temporelle est dévolue en ce monde, notre Saint-Père le Pape l'envoyait directement au conspirateur. Seulement, selon toute probabilité, le conspirateur ne se doutait pas dans quel but. Et dans quel but l'envoyait-il? Montez dans la chambre de votre hôte, maître Bernouillet, levez un peu sa couverture, regardez-lui aux environs du cou, et vous le saurez. Oh là, vous m'effrayez. Je ne vous en dis pas davantage. Cette justice s'est accomplie chez vous, maître Bernouillet. C'est un bien grand honneur que vous fait le pape. Puis Chicot glissa 10 écus d'or dans la main de son hôte et gagna l'écurie d'où il fit sortir les 2 chevaux. Cependant, l'hôte avait grimpé ses escaliers plus lestes que l'oiseau et était entré dans la chambre de Nicolas David. Il y trouva Gorenflot en prière. Alors, il s'approcha du lit et, selon les instructions qu'il avait reçues, releva les couvertures. La blessure était bien à la place indiquée, encore vermeille, mais le corps était déjà froid. « Ainsi meurent tous les ennemis de la sainte religion, dit-il en faisant un signe d'intelligence à Gorenflot. « Amen, répondit le moine. Ces événements se passaient à peu près vers le même temps où Bussy
remettait Diane de Méridor entre les bras du vieux baron qui la croyait morte. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et à liker, mettre un commentaire et partager. À bientôt.